Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de physique niveau seconde. Aujourd'hui nous voyons le dernier chapitre de la partie ondes et signaux. Ce chapitre s'intitule Signaux et capteurs et nous allons en réalité parler d'électricité. Nous commencerons par définir ce qu'est un circuit électrique et nous parlerons des grandeurs que l'on peut y mesurer, à savoir la tension et l'intensité. Ensuite nous verrons la loi d'Ohm qui est une relation très utilisée en électricité et que vous avez d'ailleurs déjà vue au collège. Puis nous définirons ce qu'est un nœud du circuit et nous parlerons de la loi des nœuds qui concerne uniquement l'intensité. Et enfin nous verrons la loi des mailles, une loi qui concerne uniquement les tensions. Donc pour commencer, un circuit électrique par définition c'est une association de dipôles qui sont reliés entre eux par des fils. Et pour avoir un circuit électrique il nous faut au moins un générateur et un dipôle récepteur. Cela peut être par exemple une lampe. On comprend assez bien que le générateur, il va fournir de l'électricité à la lampe qui va s'allumer. Et cela, on va pouvoir le représenter sur notre feuille en dessinant un schéma électrique. Donc chaque dipôle va avoir sa propre représentation. On représentera toujours un générateur avec une grande lamelle pour la borne plus et une petite lamelle pour la borne moins. Et la lampe sera représentée par un cercle autour d'une croix. Et dans notre schéma, il faudra relier les dipôles entre eux par des traits représentant les fils. Et on pourra avoir des circuits de plus en plus compliqués en rajoutant des dipôles. On peut par exemple simplement déjà penser à rajouter un interrupteur pour pouvoir éteindre la lampe sans avoir à tout débrancher. Et sur notre schéma, un interrupteur, on le représentera avec deux points et une barre que l'on peut ouvrir ou fermer pour éteindre ou allumer la lampe. Il va donc y avoir une quantité de dipôles que l'on peut mettre dans un circuit électrique, que l'on va représenter avec des symboles, que vous pouvez voir ici. Et vous voyez que l'interrupteur dont nous venons de parler n'est pas en fait un dipôle récepteur, mais un outil qui permet de fermer ou d'ouvrir le circuit. Pour avoir un circuit électrique, il va nous falloir au minimum un générateur et un dipôle récepteur. Et nous, le dipôle récepteur que l'on verra le plus souvent en classe de seconde, c'est la résistance, dont le symbole est un petit rectangle. Nous en parlerons d'ailleurs dans la deuxième partie du cours sur la loi d'Ohm. Nous aurons également toujours un générateur que la plupart du temps nous verrons avec le symbole d'une pile, mais qui pourra aussi être représenté avec un grand G entouré d'un cercle. Donc généralement, vous aurez plusieurs dipôles récepteurs lorsque vous allez étudier un circuit électrique, comme ici où vous avez deux résistances. Et lorsque vos dipôles ils sont branchés les uns à la suite des autres, comme c'est le cas ici de ces deux résistances, on dit que les dipôles sont branchés en série. Mais suivant les branchements qu'on fait, on peut aussi avoir d'autres circuits électriques où les dipôles ne sont pas branchés les uns à la suite des autres. On dit alors qu'ils sont branchés en dérivation. On peut aussi dire qu'ils sont branchés en parallèle. Plus précisément, on dira qu'ils sont branchés de part et d'autre de deux nœuds du circuit. Mais ça, les nœuds, nous y reviendrons plus tard dans la troisième partie du chapitre où nous verrons justement la loi des nœuds. Et nous définirons correctement ce qu'est un nœud à ce moment-là. Mais pour compléter un petit peu ces définitions de base concernant un circuit électrique, où vous avez des dipôles qui peuvent être branchés donc en série ou bien en dérivation, vous allez surtout avoir deux grandeurs que vous allez pouvoir mesurer dans un circuit. La première d'entre elles, c'est l'intensité du courant, dont vous avez déjà entendu parler au collège. Cette grandeur, elle représente en fait le nombre de charges circulant dans le circuit par seconde. C'est en quelque sorte le débit d'électrons que l'on a dans nos fils électriques. Les fils de nos circuits sont généralement faits en cuivre. Et pour qu'on puisse avoir de l'électricité, les électrons vont devoir se mettre en mouvement en passant d'un atome de cuivre à un autre. Donc si on a beaucoup d'électrons en mouvement, on aura une grande intensité électrique dans notre circuit. Et si on a peu d'électrons en mouvement, on aura une faible intensité dans notre circuit électrique. Donc maintenant, on sait que les électrons ils se déplacent de la borne moins du générateur vers la borne plus. Mais au début, lors des premiers travaux sur l'électricité, on ne le savait pas. Et on a choisi de représenter l'intensité du courant en la faisant partir de la borne plus du générateur vers la borne moins. Donc dans nos schémas électriques, il faudra toujours respecter cette convention assez vieille pour représenter l'intensité du courant, avec une flèche allant de la borne plus du générateur vers la borne moins. Et donc l'intensité du courant, qui est une grandeur qui représente le flux d'électrons, on la notera grand I.
et elle s'exprimera en ampères. Et on va pouvoir mesurer l'intensité de notre courant dans un circuit électrique en branchant un ampère-mètre sur le circuit. Souvent, on utilise un multimètre qui a plusieurs fonctions et on le règle sur ampère pour lui donner la fonction ampère-mètre et pour pouvoir mesurer l'intensité. Par ailleurs, l'ampère-mètre, il doit impérativement être branché en série sur le circuit, donc à la suite des dipôles. Et il y a une deuxième grandeur que l'on va pouvoir mesurer dans un circuit électrique et dont vous avez déjà entendu parler, c'est la tension que l'on va mesurer aux bornes d'un dipôle. Donc ici on parle de tension aux bornes d'un dipôle, il va bien falloir placer l'appareil de mesure de part et d'autre du dipôle en question. Et en réalité, quand on fait une mesure de tension, ce qu'on va venir mesurer, c'est la différence de potentiel qu'il y a entre les bornes du dipôle. Et c'est cette différence de potentiel qui va en fait créer une tension agissant un peu comme une force motrice qui va faire bouger les électrons. On prend souvent l'image d'une cascade pour illustrer ce qui se passe dans un circuit électrique. L'intensité étant le flux d'électrons ou le débit, c'est la largeur de la cascade qui pourrait ainsi représenter le débit d'électrons. Plus la cascade est large, plus le débit est élevé. Et la tension, elle pourrait être représentée par la hauteur de la chute, puisque c'est une différence entre deux potentiels, donc la différence entre le haut et le bas de la cascade, une hauteur qui va justement permettre de mettre les électrons en mouvement. Et donc cette tension que l'on peut mesurer aux bornes d'un dipôle dans un schéma électrique, on la notera grand U, et son unité, ce sera le volt. D'ailleurs, pour la mesurer, nous utiliserons un voltmètre, ou bien un multimètre réglé sur la fonction voltmètre, et nous ferons bien attention à le brancher en dérivation ou en parallèle du dipôle dont on veut mesurer la tension, puisqu'on réalise la mesure de la différence de potentiel aux deux bornes du dipôle. Et par convention, si on est aux bornes d'un dipôle récepteur, comme la résistance, on va mettre une flèche représentant la tension dans le sens inverse de l'intensité du courant. Par exemple, ici on mesure la tension UBC entre les points B et C du circuit, donc des deux côtés de la résistance, et on représentera bien cette tension dans le sens inverse du courant. Par contre, lorsqu'on souhaite représenter la tension aux bornes d'un générateur, comme la tension entre les points A et D sur notre schéma, eh bien on la représente dans le même sens que l'intensité du courant. Donc ça, c'est ce qu'on va faire la plupart du temps. On va représenter la tension dans le même sens que le courant aux bornes du générateur et dans le sens inverse aux bornes d'un dipôle récepteur. Mais vous allez voir que cette convention pour la tension, elle n'est pas obligatoire. En revanche, ce qu'on doit toujours faire, c'est de faire pointer la flèche qui représente notre tension vers le point qui se trouve le premier en indice. Par exemple, la tension UBC, elle doit toujours pointer vers le point B. La tension UAD, elle devra toujours pointer vers le point A. Donc la flèche, elle doit obligatoirement pointer vers le point qui est le premier en indice. Par contre, même si c'est moins courant, il existe une autre convention pour les tensions qui nous autorise à les représenter dans l'autre sens. Et nous allons d'ailleurs utiliser ceci lorsque nous verrons la loi des mailles. En convention récepteur, on va représenter la tension dans le même sens que l'intensité aux bornes d'un dipôle récepteur. Et selon cette convention, on représentera une tension aux bornes d'un générateur dans le sens inverse du courant. Par contre, ce que l'on remarque, c'est qu'une fois de plus, ces flèches que l'on vient de tracer pour représenter nos tensions, elles sont telles que UBC aux bornes de la résistance pointe vers C et UDA aux bornes du générateur pointe vers D. Donc la flèche, elle pointe toujours vers le point qui se trouve le premier en indice. Et on ne va pas vous demander au cours de ce chapitre de retenir directement ce que c'est qu'une convention générateur ou une convention récepteur, mais juste de bien admettre qu'une tension, elle peut être représentée dans les deux sens. On mesure en effet une différence de potentiel entre deux points, et on peut mesurer soit le potentiel le plus grand moins le potentiel le plus petit, soit le potentiel le plus petit moins le potentiel le plus grand. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'avec les tensions, on va pouvoir avoir des valeurs négatives. Si la tension mesurée aux bornes du générateur UAD, elle vaut 6 volts, alors la tension UDA, elle vaudra moins 6 volts. Donc retenez au moins ces deux choses-là sur la tension qui sont toujours vraies et qui vous aideront à résoudre vos exercices de seconde.
La première, c'est que si vous avez deux tensions qui ont les mêmes indices, mais que ceux-ci ne sont pas dans le même ordre, alors ces tensions, elles auront des valeurs opposées. UAD vaut par exemple moins UDA. UBC vaut moins UCB, etc. C'est vrai aux bornes d'un dipôle générateur comme aux bornes d'un dipôle récepteur. Et la deuxième chose à retenir qui pourra vous aider pour vos exercices et dont nous avons déjà parlé, c'est que lorsque vous représentez une tension avec une flèche sur un schéma électrique, la flèche elle doit forcément pointer vers le premier point se trouvant en indice. Par exemple, UAD pointe forcément vers A, UDA pointe forcément vers D, UBC pointe forcément vers B, etc. Donc maintenant que nous avons défini un peu ce que c'est qu'un circuit électrique et bien parlé des deux grandeurs que l'on peut y mesurer, nous allons voir la loi d'Ohm que vous avez déjà vue au collège et que vous utiliserez tout au long de votre scolarité en électricité. Nous allons ici parler de résistance. Donc une résistance, c'est un dipôle récepteur, comme nous venons de le voir, qui va avoir pour but d'opposer une résistance plus ou moins grande à la circulation du courant. Vous pouvez d'ailleurs être amené à les utiliser lors de vos séances de travaux pratiques en les branchant dans vos circuits. Donc ce sont des petits composants avec des traits de couleur ou des anneaux de couleur. Et c'est ces petits composants qui vont donc opposer une certaine résistance au courant électrique. Ils vont avoir une certaine valeur de résistance qui sera plus ou moins grande et qui s'exprimera en ohm. Les petits traits de couleur, ils nous indiquent d'ailleurs quelle est la valeur de chacune de ces résistances. Il y a un code que vous pourrez revoir en travaux pratiques. Les deux premiers anneaux de couleur, ils représentent les chiffres. Le troisième anneau, il représente le multiplicateur. Et le dernier anneau, il ne sert qu'à donner une information sur la précision de la résistance ou sur sa qualité en quelque sorte. Ici, par exemple, on a une première résistance avec des anneaux marron et vert, donc les chiffres 1 et 5. Le troisième anneau étant de couleur rouge, le multiplicateur est 10 puissance 2. Donc cette première résistance, elle a une valeur de 1500 ohms. On a une deuxième résistance ici, cette fois avec 3 anneaux rouges. Donc les deux premiers chiffres sont des 2. Et le multiplicateur, c'est 10 puissance 2. Nous avons donc cette fois une résistance de 2200 ohms, qui va donc opposer plus de résistance au courant électrique que la première. Prenons un schéma électrique simple dont nous pouvons facilement faire les branchements en salle de travaux pratiques. On met simplement une résistance en série avec un générateur qui va nous permettre de faire varier la tension. Donc la résistance, comme nous l'avons vu, ça va être représenté par un petit rectangle. Il s'agit ici d'une petite résistance de 27 ohms. Et nous allons venir prendre des mesures de l'intensité du courant que nous allons représenter allant du signe plus au signe moins du générateur. Nous mesurons également la tension qui nous intéresse, donc celle aux bornes de la résistance, une tension que nous noterons d'ailleurs UAB. Puisque comme nous l'avons vu, la tension, elle doit se mesurer entre deux points situés de part et d'autre du dipôle. Donc pour prendre nos mesures de tension, on place bien un voltmètre en dérivation et un ampèremètre en série. Donc lui peut être à la suite de la résistance par exemple. Et si on commence par envoyer une tension d'1 volt dans notre circuit, en réglant notre générateur sur 1 volt, on va pouvoir lire les valeurs suivantes sur nos appareils de mesure. 1 volt sur le voltmètre branché en dérivation et 0,037 ampères sur notre ampèremètre branché en série. Et maintenant, si on fait varier la tension de notre générateur, qu'on le place sur 2 volts, on va voir les valeurs de nos appareils de mesure varier, indiquant à présent 2 volts pour le voltmètre, ce qui est logique, et 0,074 ampères pour l'ampèremètre. On peut continuer de faire varier notre tension pour récupérer l'intensité correspondante. Pour 3 volts, on obtient 0,111 ampères dans notre circuit électrique. Lorsque l'on fait varier la tension sur 4 volts, l'intensité elle va également varier pour atteindre la valeur de 0,148 ampères. Et enfin, pour 5 volts, ce qui est quasiment la tension maximale capable de fournir notre générateur ici, on lira sur notre ampèremètre une valeur de 0,185 ampères. On pourrait continuer, mais on va s'arrêter là pour voir déjà ce qu'on peut remarquer. La première chose étant que lorsque la tension varie, l'intensité varie également. Et une deuxième chose que l'on peut remarquer si on s'intéresse de plus près aux valeurs que l'on vient de mesurer,
c'est que si on place nos points de mesure sur un graphique, ils vont se retrouver clairement alignés. Vous pouvez avoir quelques erreurs de mesure, mais la tendance de la courbe, de la tension en fonction de l'intensité, c'est clairement une droite. Ce qui veut dire que nos deux grandeurs, elles sont proportionnelles. La tension et l'intensité du courant, ce sont donc des grandeurs proportionnelles. Et enfin, si on s'amuse à calculer le rapport U sur I, qui nous donnerait d'ailleurs le coefficient directeur de notre droite, on va trouver 27, ce qui est égal en fait à la valeur de la résistance qu'on a utilisée dans notre circuit électrique. Donc ce que l'on vient de démontrer ici à travers nos mesures, c'est que pour chacune d'entre elles, U est égal à R fois I. Et ça, c'est la loi d'Ohm, qui nous dit en effet que la tension aux bornes du résistance, elle est proportionnelle à l'intensité du courant qui la traverse. Et d'ailleurs, le coefficient de proportionnalité, eh bien, c'est la valeur de la résistance. Donc cette loi d'Ohm, U égale RI, est très utilisée en électricité. Vous l'utiliserez dans de nombreux exercices. Et vous ferez attention, les valeurs de l'intensité du courant, elles sont généralement assez faibles et elles pourront parfois être données en milliampères. Cependant, lorsque vous appliquez la loi d'Ohm, vous devez bien avoir une tension en volts, votre intensité en ampères et votre résistance en ohms. D'ailleurs, les valeurs de résistance, elles pourront parfois être assez élevées, de l'ordre du kilo-ohm. Donc faites également attention lorsque vous appliquez la loi d'Ohm à bien exprimer leurs valeurs en ohms. Mais vous commencez à avoir l'habitude en classe de seconde de ce genre de conversion. De même que vous avez à présent l'habitude de manipuler des équations reliant trois grandeurs, vous savez que cette formule de la loi d'Ohm, elle peut s'écrire de trois manières différentes. Et que si vous connaissez deux valeurs, vous allez forcément pouvoir retrouver la troisième. Par exemple, si vous ne connaissez pas la valeur de la résistance, mais que vous connaissez la tension à ces bornes ainsi que la valeur de l'intensité du courant qui la traverse, vous pourrez utiliser la relation de la loi d'Ohm sous sa deuxième forme. R est égal à U divisé par I. Passons maintenant à la troisième partie de ce cours, sur la loi des nœuds, qui cette fois-ci ne va concerner que l'intensité du courant. Dans des circuits simples, l'intensité du courant, d'ailleurs, elle sera forcément la même tout le long du circuit. Par exemple, dans un tel circuit avec des dipôles branchés en série, si vous branchez un ampèremètre avant les dipôles récepteurs, ou bien au milieu, ou bien après, il va toujours vous indiquer la même valeur pour l'intensité du courant. Par exemple, 0,25 ampères, puisque nous avons dit que généralement, les valeurs de courant sont assez faibles, plutôt de l'ordre du milliampère. Maintenant, lorsque l'on a des circuits un petit peu plus compliqués, avec des dipôles qui sont branchés en dérivation, ou bien en parallèle, c'est la même chose, eh bien l'intensité du courant, elle ne va pas être la même partout. Ici, par exemple, les valeurs de I1, I2 et I3 seront différentes. Donc en fait, lorsque le courant va passer dans un nœud du circuit, le débit d'électrons va changer. Et du coup, la valeur de l'intensité du courant va changer également. Donc un nœud, c'est un endroit où trois fils du circuit se rencontrent. Dans ce circuit électrique, nous en avons deux. Et vu qu'un nœud, c'est un point de rencontre entre trois fils, ça va signifier que de part et d'autre d'un nœud, on va pouvoir retrouver trois dipôles différents. Si on regarde le nœud supérieur ici, on voit bien qu'il est connecté au générateur à gauche, à la résistance R1 vers le bas et à la résistance R2 vers la droite. Maintenant, nous allons en profiter pour introduire un nouveau mot de vocabulaire utile en électricité, à savoir ce que c'est qu'une branche. Donc une branche, ce sera une portion du circuit qui se trouve entre deux nœuds. Par exemple, la partie rouge où se trouve le générateur, c'est bien une branche, puisqu'elle part d'un nœud du circuit pour arriver à un autre nœud. La partie verte du milieu, où se trouve la résistance R1, c'est également une branche du circuit, puisqu'elle part elle aussi d'un nœud pour arriver à un autre. Et enfin, dans ce circuit, il y a une troisième branche qui apparaît ici en bleu, et où se trouvent deux résistances, les résistances R2 et R3, puisque là encore, il s'agit d'une portion du circuit placée entre deux nœuds. Et bien, lorsqu'on a un circuit avec des dipôles branchés en dérivation, et donc avec des nœuds, on va avoir dans chacune des branches du circuit une valeur différente pour l'intensité du courant. Donc ici, dans ce circuit, nous aurons trois valeurs pour l'intensité du courant.
I1, I2 et I3. Par exemple, si on met un ampèremètre sur chacune des branches, il va afficher une valeur différente. Par exemple, 0,7 dans la première branche, 0,45 dans la seconde et 0,25 dans la troisième. Et même si on ne connaît pas toutes les valeurs des intensités, on va pouvoir les déduire grâce à la loi des nœuds. Donc la loi des nœuds, elle nous dit que au niveau d'un nœud, la somme des intensités entrantes dans le nœud est égale à la somme des intensités sortantes du nœud. Donc on peut penser à un nœud comme celui qu'on vient de voir, où le courant arrive par un fil, puis ressort dans deux fils différents. À ce moment-là, d'après la loi des nœuds, le courant entrant I1, il est égal à la somme des courants sortants I2 plus I3. On peut aussi penser à un nœud où le courant arriverait de deux endroits en même temps. Celui-ci, la somme des courants entrant I1 et I2 est égale au courant sortant I3. On peut même penser à des nœuds plus compliqués où on aurait quatre fils. On aurait le courant qui entre par deux fils, puis qui ressort par deux fils différents. On aurait ici la somme des courants entrants I1 plus I2 qui serait égale à la somme des courants sortants I3 plus I4. Donc on peut encore penser à pas mal de configurations avec des circuits plus compliqués, comme un courant qui entrerait par un fil puis qui sortirait par trois fils différents après le nœud. Mais dans tous les cas, retenez bien donc cette loi des nœuds qui vous dit que toujours vous aurez la somme des courants entrants qui sera égale à la somme des courants sortants. Si on reprend notre circuit électrique de tout à l'heure et qu'on se place sur le nœud supérieur, on sait que le courant entrant I1 vaut 0,70 A et on sait que le courant sortant I2 vaut 0,45 A. Mais on n'a pas mesuré le courant I3 qui passe dans la troisième branche où se trouvent les deux résistances. Eh bien ce n'est pas grave, d'après la loi des nœuds, on va directement pouvoir retrouver cette intensité. En effet, la somme des courants entrants, donc ici il n'y a que I1, c'est égal à la somme des courants sortants I2 plus I3. On a donc 0,7 A qui est égal à 0,45 A plus I3. Donc I3, il vaudra forcément 0,25 A. Et cette loi va fonctionner pour tous les nœuds. Donc on peut regarder par exemple le nœud du bas, où cette fois-ci on ne connaît pas la valeur du courant sortante qui retourne au générateur, mais on a bien mesuré les valeurs du courant, donc I2 passant par la branche du milieu où se trouve R1, et le courant I3 qui passe par la branche de droite où se trouvent les résistances R2 et R3. Et bien là encore, d'après la loi des nœuds, on sait que l'intensité sortante I1, elle sera égale à la somme des intensités entrantes. Autrement dit, I1 est égal à 0,45 A plus 0,25 A. On retrouve bien donc la valeur de I1 qui est de 0,70 A, et ce sans avoir besoin de la mesurer. Et c'est tout à fait normal de retrouver cette même valeur de 0,70 A lorsque le courant retourne au générateur que lorsqu'il en sort, puisque nous sommes dans la même branche et qu'au sein d'une même branche, le courant il reste le même. Passons maintenant à la dernière partie du cours où nous allons voir cette fois-ci la loi des mailles qui elle concerne uniquement les valeurs de tension. Et avant de définir ce que c'est qu'une maille, nous allons voir ce qui se passe dans un circuit plutôt simple comme celui-ci où les dipôles sont branchés en série. Si on vient prendre des mesures de tension par exemple aux bornes de chacun des dipôles récepteurs en branchant bien nos voltmètres en dérivation, puisque nous avons vu que la tension elle doit se mesurer aux deux bornes d'un dipôle, donc de chaque côté. Nous allons par exemple mesurer une tension de 4 volts entre les points A et B, donc aux bornes de la première résistance, et une tension de 3 volts entre les points B et C, donc aux bornes de la deuxième résistance. Et bien si on additionne ces deux tensions, UAB prise entre les points A et B et UBC entre les points B et C, on va obtenir un total de 7 volts. Et c'est d'ailleurs la tension que nous afficherait un voltmètre si on le plaçait de part et d'autre de l'ensemble des dipôles. Si on mesure la tension entre les points A et C, on va obtenir 7 volts. Et c'est donc ce qu'on peut appeler la loi d'additivité des tensions. Lorsque des dipôles sont branchés en série, la somme des tensions prises aux bornes de chaque dipôle
est égale à la tension prise de part et d'autre de l'ensemble des dipôles. Et on peut écrire cette loi d'additivité des tensions avec les points de notre exemple, c'est-à-dire UAB plus UBC est égal à UAC. Donc on retrouve un peu ce que vous voyez en mathématiques avec les vecteurs et la relation de Schall. Sauf que ici nous travaillons avec des tensions, nous avons donc UAB plus UBC qui est égal à UAC. Et de la même manière qu'on peut directement noter un déplacement de vecteur AC avec nos vecteurs, la lettre B n'étant qu'un point du milieu des deux déplacements, on peut aussi directement noter notre tension totale UAC entre les points A et C, puisque le point B n'est qu'un point intermédiaire du parcours. Et c'est pareil si on a davantage de dipôles qui sont branchés en série. Si on prend la tension de part et d'autre de l'ensemble des dipôles, on va obtenir une tension qui est égale à la somme des tensions prises aux bornes de chaque dipôle. Donc d'après la loi d'additivité des tensions, UAB plus UBC plus UCD est égal à UAD, soit une tension totale de 10 volts si on mesure de part et d'autre de l'ensemble des dipôles. Et comme tout à l'heure, on peut faire une analogie avec ce qui se passe pour la somme des vecteurs dans la relation de Schall. Dans nos tensions, le point B étant le dernier indice de la première tension et le premier indice de la seconde, ce n'est qu'un point intermédiaire du parcours. On peut donc noter cette tension directement UAC plutôt que UAB plus UBC. Puis le point C étant le dernier indice de la tension UAC, mais également le premier indice de la tension UCD, c'est également un point intermédiaire de notre parcours de tension. On peut donc noter nos tensions UAC plus UCD comme étant la tension directement UAD. Finalement, pour cette loi d'additivité de tension qui concerne les dipôles branchés en série, on pourra la retenir plus facilement sous la forme d'une formule, comme pour la relation de Schall, à savoir UAB plus UBC est égal à UAC. Et par ailleurs, dans un circuit tel que celui-ci, où les tensions prises de part et d'autre de tous nos dipôles récepteurs est de 10 volts, cela impliquera que la tension aux bornes du générateur est également de 10 volts. On peut noter cette tension UNP avec les points P et N pris aux bornes positives et négatives du générateur par exemple, mais là on va se rapprocher très fortement de ce que nous raconte la loi des mailles. Donc sans plus tarder, définissons ce que c'est qu'une maille dans un circuit électrique. On utilisera les mailles dans les circuits où les dipôles sont branchés en dérivation. Et une maille, c'est en fait une succession de branches qui forment une boucle dans un circuit. Donc là, vous avez une maille du circuit qui apparaît en vert. Vous avez dans ce circuit une autre maille que l'on peut visualiser maintenant en bleu. Et une nouvelle fois, ici, c'est une succession de branches qui va former une boucle fermée. Enfin, dans ce circuit électrique, on peut penser à une dernière maille, la grande boucle contenant la branche avec le générateur et la branche extérieure avec la résistance R3. Nous avons là aussi une succession de branches qui forment une boucle fermée. Et finalement, qu'est-ce que nous dit la loi des mailles? Eh bien, la loi des mailles nous dit que la somme des tensions électriques dans une maille orientée, elle est nulle. Donc il va bien falloir faire attention ici au mot orienté. Cette loi elle va nous permettre, en nous plaçant dans une maille du circuit, de déterminer une valeur de tension aux bornes d'un dipôle à condition d'avoir suffisamment d'informations sur les autres valeurs des tensions. Par exemple, si on connaît les tensions aux bornes de la résistance R1 et celles aux bornes du générateur, on va pouvoir retrouver la tension aux bornes de la résistance R2. Ceci en appliquant la loi des mailles dans notre circuit. Et pour appliquer cette loi des mailles, toutes nos tensions, elles doivent impérativement être dans le même sens. C'est très important, c'est pour cela qu'on parle d'une maille orientée. On sort donc un peu du cadre des conventions générateurs et récepteurs que nous avons vues dans la première partie du cours, et on veut absolument, pour la loi des mailles, que nos flèches, elles aillent toutes dans le même sens, décrivant ainsi une boucle fermée. Et souvenez-vous bien de ce que nous avons vu dans la première partie du cours, les flèches qui représentent nos tensions, elles doivent pointer vers le premier point qui se trouve en indice. Donc la tension mesurée aux bornes de la résistance R2, entre les points B et C, elle se note UCB, puisqu'elle doit pointer vers C. La tension aux bornes du générateur, elle pointe vers P, c'est donc la tension UPN, avec les points P et N choisis donc pour les bornes positives et négatives du générateur. Et même si c'est un peu plus long, on va généralement ajouter des tensions supplémentaires en classe de seconde
pour vérifier qu'on a bien mis nos tensions dans le bon sens, avec les indices dans le bon ordre, et que notre boucle elle est bien fermée. Donc on va ici ajouter la tension UAP, allant du point P vers le point A, en haut, et la tension UNC, allant du point C vers le point N, en bas. Et on va maintenant pouvoir écrire notre loi des mailles en notant une à une nos tensions dans le sens inverse de l'orientation que nous avons choisie pour notre maille. On commence par exemple par UPN et on note ensuite plus UNC puisqu'on remonte dans le sens inverse de l'orientation choisie pour notre maille. On continue de remonter et on ajoute la tension UCB, puis la tension UBA et on termine en ajoutant notre tension UAP. Notre boucle elle est bien bouclée. Nous avons bien écrit la loi des mailles en notant que la somme de toutes nos tensions dans notre maille orientée est égale à 0. Et si on s'intéresse ici aux indices des tensions dans notre équation, on remarque que l'indice de la première tension finit par un N, alors que le premier indice de la seconde tension commence lui par un N. Donc d'après la loi d'additivité des tensions, on a UPN plus UNC qu'on peut écrire finalement UPC. Or, le premier indice de la tension d'après, c'est un C. On peut donc écrire les tensions UPC plus UCB comme la tension UPB. Et UPB se terminant par la lettre B, la tension suivante étant UBA qui commence par la lettre B, nous avons donc le point B qui est juste un point intermédiaire du parcours ici. Et on peut écrire les tensions UPB plus UBA comme la tension UPA. Et enfin, UPA plus UAP, c'est bien égal à 0, puisque si on regarde la loi d'additivité des tensions, cela nous donne UPP, la tension en un seul point, qui est nulle, puisqu'on a vu que pour avoir une valeur de tension, il faut mesurer une différence entre deux potentiels. Et finalement, lorsqu'on écrit une loi des mailles, si tous les indices de nos tensions se suivent et que la maille commence par la lettre P ici et qu'elle se termine par la même lettre, cela veut dire qu'on a écrit correctement la loi des mailles, que toutes nos tensions sont mises dans le bon sens et que la boucle est bien fermée. Donc c'est un bon exercice de vérification en classe de seconde, de rajouter ces tensions le long des fils pour bien vérifier nos indices et vérifier qu'on a bien écrit la loi des mailles correctement. Bon, et à quoi est-ce qu'elle va nous servir cette loi des mailles? Eh bien, elle va nous servir à retrouver la valeur d'une tension lorsqu'on connaît les autres. Admettons ici qu'on nous donne la tension aux bornes du générateur, UPN est égal à 6 volts, et la tension aux bornes de la résistance R1, UBA est égal à moins 4 volts. Mais on ne connaît pas la tension UCB aux bornes de la résistance R2. Eh bien, on va pouvoir la retrouver grâce à la loi des mailles. Donc une petite remarque, la tension aux bornes d'un fil, elle est toujours nulle, puisqu'il n'y a pas de différence de potentiel. Nous aurons donc des valeurs de tension uniquement aux bornes de nos dipôles. Donc ici, UAP et UNC valent 0 volts. Et finalement, notre loi des mailles, elle peut se simplifier et s'écrire tout simplement UPN plus UCB plus UBA est égal à 0. Les tensions aux bornes des fils, on les a juste écrites pour bien vérifier que nos tensions elles étaient placées dans le bon sens et que la boucle était bien fermée, avec la vérification des indices et de la loi d'additivité des tensions. Et finalement, si sur les trois tensions, on en connaît deux, on va facilement pouvoir déterminer la troisième. On isole la valeur que l'on cherche. Ici, c'est UCB. UCB est donc égal à moins UPN moins UBA. Finalement, UCB vaut moins 6 plus 4. UCB vaut moins 2 volts. Et rappelez-vous de ce que nous avons dit dans la première partie du cours. Si UCB vaut moins 2 volts, cela signifie que UBC vaut 2 volts. C'est la tension qui est prise au même endroit, donc on a la même valeur absolue, mais on n'a pas le même premier point en indice, donc on a des valeurs opposées. Et on va pouvoir appliquer la loi des mailles dans chacune des mailles du circuit. Plaçons-nous à présent dans la maille bleue du circuit. On connaît cette fois-ci les tensions UAB qui vaut 4 volts et UBC qui vaut 2 volts. Et on cherche maintenant la tension aux bornes de la résistance R3, donc entre les points D et E. On notera cette tension UDE puisqu'elle pointe vers le point D. Ajoutons aussi les tensions le long des fils, même si on sait qu'elles sont nulles.
c'est juste pour effectuer notre exercice de vérification et être sûr qu'on écrit bien la loi des mailles correctement. Donc on écrit UEA qui pointe vers E en haut et UCD qui pointe vers C en bas. Maintenant, on va écrire notre loi des mailles en remontant dans le sens inverse de notre boucle. Commençons par exemple par écrire la tension UDE. Puis on remonte dans le sens inverse, donc on ajoute UEA. Continuons avec la tension suivante, UAB, puis la tension UBC, et enfin la tension UCD, pour terminer de remonter notre boucle. On a vérifié, donc on a bien une boucle fermée, puisque nous avions commencé avec l'indice D, et nous terminons avec ce même indice. De plus, on a bien noté toutes les tensions dans le bon sens, puisque chacune d'entre elles se termine par l'indice qui est le premier de la tension suivante. Notre vérification est terminée. On peut écrire notre loi des mailles plus simplement, puisque les tensions UEA et UCD sont nulles, étant donné qu'entre ces points-là du circuit, il n'y a que du fil. Et finalement, notre loi des mailles peut s'écrire simplement UDE plus UAB plus UCD est égal à 0. Ici, on cherche UDE, sachant qu'on connaît UAB et UBC. On peut donc isoler UDE, qui du coup est égal à moins UAB moins UBC, soit moins 4, moins 2, donc une tension de moins 6 volts. Voilà donc pour la loi des mailles que l'on vient déjà d'appliquer 2 fois pour trouver des valeurs de tension. On peut même l'appliquer une 3e fois dans ce circuit, même si on connaît déjà les valeurs, juste pour une vérification, puisqu'on a une 3e maille dans laquelle nous n'avons pas encore travaillé. Il s'agit de la grande maille avec la branche du générateur à gauche et la branche extérieure contenant la résistance R3. Donc une fois de plus, on peut faire apparaître les tensions le long des fils pour montrer que notre boucle elle est bien fermée et que nous avons bien écrit toutes nos tensions dans le même sens. Il va pour cela falloir écrire successivement toutes nos tensions en remontant dans le sens inverse de la boucle. La loi des mailles s'écrira donc ici UPN plus UND plus UDE plus UEP est égal à 0. On commence bien notre boucle par l'indice P et on la finit également avec l'indice P. Notre boucle elle est bien fermée. Et tous les indices des tensions commencent bien avec l'indice final de la tension précédente. Donc on a bien écrit nos tensions dans le bon sens. Vérification terminée, on peut écrire notre loi des mailles plus simplement puisque les tensions UND et UEP sont nulles étant donné qu'elles sont prises le long des fils. Finalement, pour cette maille avec seulement 2 dipôles, on a juste UPN plus UDE qui est égal à 0. Et avec les valeurs que nous avions déjà ici, on a 6 volts moins 6 volts qui vaut bien 0. Donc notre loi des mailles est vérifiée et les valeurs que nous avions trouvées précédemment sont bien cohérentes. Rappelons une fois de plus, comme nous avions vu dans la première partie du cours, que la tension UDE aux bornes de la résistance R3, elle vaut moins 6 volts. Mais si on écrit cette tension dans l'autre sens, avec la flèche pointant vers le E, alors on aura la tension UED qui, elle, vaut 6 volts. Et on va donc conclure avec une petite remarque concernant les valeurs des tensions dans un tel circuit avec des dipôles en dérivation et où le générateur est seul dans sa branche. Cette remarque vaut uniquement lorsque le générateur est seul dans sa branche. Et bien dans un tel circuit, dans chacune des branches, la tension totale aux bornes des dipôles, elle sera égale à la tension fournie par le générateur. Donc dans la branche bleue, par exemple, nous avons bien 6 volts aux bornes des dipôles, puisque la tension aux bornes de R3 vaut 6 volts et qu'il n'y a que R3. Donc la même tension que celle qui est fournie par le générateur. Et si on regarde dans notre branche verte, on retrouve également une tension totale de 6 volts aux bornes des dipôles, 4 volts aux bornes de R1, plus 2 volts aux bornes de R2. Et nous avions bien vu en effet que lorsqu'on a des dipôles en série, si on mesure la tension de part et d'autre de tous les dipôles, on va retrouver la somme des tensions aux bornes de chacun d'entre eux. Donc 6 volts en tout dans la branche verte, soit la même tension que celle qui est fournie par le générateur. Nous avons donc vu pas mal de choses sur les tensions. Retenez surtout la loi des mailles qui nous dit
Simplement que la somme des tensions dans une maille orientée est nulle. Et n'oubliez pas ce que nous avons vu dans la première partie du cours sur la représentation de ces tensions et leurs indices. Cela vous sera grandement utile pour vos exercices. Voilà qui conclut notre chapitre d'électricité niveau seconde. Nous avons vu dans les deux premières parties surtout des rappels sur ce qui avait été fait aux classes de collège, mais je vous invite à faire de nombreux exercices pour vous familiariser avec la loi des nœuds et la loi des mailles, vues dans la troisième et la quatrième partie de ce cours.